Bonjour à tous, ici Wabalpa pour ma première présentation et critique d'animé. Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui est très cher à mes yeux. On va parler bien évidemment de No Game No Life. Alors, pour cette première partie de vidéo, je vais parler de la présentation. C'est-à-dire, c'est quoi le scénario de No Game No Life. Alors, Sora et Shiro sont deux frères et sœurs Ikikomori. Donc, Sora c'est un garçon et Shiro c'est une fille. Donc alors, pour les gens qui vivent dans une grotte, que signifie Ikikomori? Ikikomori signifie une pathologie psychosociale caractérisant les personnes, souvent des adolescents, qui vivent coupés du monde en restant cloîtrés chez eux. C'est des asociales, des gens asociaux. Dans le cas des deux protagonistes, leur condition vient de leur vision du monde réel qui se résume à un jeu merdique. Alors, je vais expliquer très vite fait leur vision. Ils voient le monde comme un jeu merdique parce que pour eux, les jeux n'ont aucun secret. C'est-à-dire, imaginons voilà, le premier jeu auquel ils jouent. Ils voient ça vraiment comme un jeu très facile parce que ils comprennent à peu près comment ça se joue, ils comprennent carrément les règles, alors que la vraie vie, ils expliquent que dans la vraie vie, ils ne connaissent pas les règles et qu'ils ne connaissent pas les façons de gagner. Donc ensemble, ils forment un duo de joueurs invaincus, véritables légendes urbaines sur les jeux vidéo. Donc c'est les meilleurs joueurs classés qui existent du monde. Dites-vous qu'ils jouent quand même 4 persos dans un groupe et 2 persos chacun en même temps. Rien que ça. Donc, un jour, une personne se qualifiant de dieu les appelle dans un monde fantastique, où il est interdit toute forme de violence entre les 16 races différentes y vivant. Je vais y revenir juste après sur les races. À la place, toute décision ou conflit est réglée par le jeu. C'est-à-dire, imaginons une racaille qui veut me casser la gueule, il peut pas, il est obligé de faire une partie du jeu que je veux. Les deux adolescents, ils sont convoqués car ils feraient peut-être être les sauveurs de l'humanité. Pendant leur quête à sauver l'humanité, qui est, je le rappelle, la race de l'humanité. C'est la race de l'humanité et c'est la dernière classée. Il y a un classement de 16 et c'est la dernière du classement. Donc il faut vous dire qu'ils sont quand même assez bas. Pendant leur quête à sauver l'humanité, donc, ils rencontrent Stéphanie Dola, qui est reconnue comme la petite fille de l'ancien roi considéré comme idiot. Ça peut être intéressant pour le scénario, mais j'y reviendrai plus tard. Ils rencontrent aussi Gibril, qui est une flugelle, qui est l'une des races les plus puissantes des 16 races, qui a quand même failli exterminer à elle toute seule la quasi-totalité des elfes. Et Kuramizel, qui est une ennemie qui devient alliée à la fin. La deuxième partie, les points positifs et négatifs. Donc, premier point positif, l'animé fait réfléchir, et moi j'adore ça, mais c'est pas une raison pour comparer deux animés comme je pense bien évidemment aux gens qui comparent Death Note et No Game No Life, je trouve ça juste illégal. Bref, petit plus, il est coloré. Et ça c'est un énorme avantage parce que les couleurs sont tellement vives que ça donne vraiment un effet vraiment vivant quoi. C'est vraiment un effet vivant à l'animé qui a totalement son charme. Les personnages sont ultra intéressants et attachants. Shiro elle est tout à fait innocente parce que je vous rappelle très vite fait, elle a 11 ans et Sora 18. C'est assez intéressant dans l'intrigue parce que Shiro aime Sora, donc pas Sora. Sora n'aime pas Shiro dans le sens amour, mais dans le sens frère et sœur. Mais Shiro aime Sora dans le sens amour. Mais bien évidemment Sora qui a sa propre vision des choses précise quand même qu'il a 18 ans et que Shiro a 11 ans et que ils peuvent rien faire ensemble parce que c'est illégal et c'est très mal vu par rapport à la loi. Je reviens juste sur quelque chose que je viens de dire. Je voudrais juste dire également que le créateur a eu l'excellente idée, pour les fans du moins, il est très compatissant d'avoir fait un doujinshi exprès de Sora et Shiro pour les gens qui aiment ce genre de relation. Bref, l'intrigue elle est très sympa et originale, c'est-à-dire quand même deux personnages qui sont très puissants dans les jeux vidéo, qui sont transportés dans un monde où tout est régi par les jeux. Il fallait y penser, clairement fallait y penser. L'humour c'est un
putain de point positif parce que l'humour est présent. Voilà, il est très présent parce que il y a énormément de scènes qui sont complètement débiles. Ça peut te faire marrer à un point. Les références, il y en a énormément. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de références à des animés comme Jojo Bizarre Adventure. Je vais spoiler un tout petit peu. Jojo Bizarre Adventure, ils ont fait une référence quand ils ont dit mais nous refusons. C'était une énorme référence. Voilà, bon, il faudra regarder l'animé bien évidemment. Point négatif. Donc, l'animé devient prévisible. Là, on comprend au bout de l'épisode 8 qu'ils vont toujours gagner. Même bien avant l'épisode 8, on comprend qu'ils vont toujours gagner. Ce qui rend quand même assez bizarre. C'est-à-dire que, petite comparaison très vite fait, Kakegurui. Voilà, je mets une image. Kakegurui, c'est l'histoire de Yumeko a une vision très particulière des jeux, qui voit ça vraiment comme des jeux vraiment très excitants. Bref, la différence c'est que Kakegurui n'est pas du tout prévisible. C'est-à-dire que tu sais pas quand est-ce qu'elle va perdre, quand est-ce qu'elle va gagner. Ça en fait un charme. Deuxième point négatif, il y a tellement de choses irréalistes dans cet animé qu'on peut bloquer très peu de fois, mais on peut bloquer sur le scénario. Je spoil un tantinet dans l'épisode où Sora a parié et qu'il a perdu et que Shiro doit retrouver le tableau où ils ont joué. C'est incompréhensible. C'est l'anime, il est stylé dans le sens où voilà, ils ont pas trouvé où c'était, mais Shiro ne peut pas deviner où est le plateau. C'est pas possible. Voilà, donc ça c'est irréaliste, ça m'a fait bloquer plusieurs fois sur le scénario, j'ai dû revoir l'épisode 4 fois pour comprendre vraiment comment il aurait pu faire. Alors là ça va être très spécial, donc là le point négatif va être un petit peu spécial. Je vais parler d'un personnage en principal dans le point négatif, Stéphanie. Voilà, c'est un point négatif pour moi. Pourquoi? Parce que pour moi, Stéphanie change beaucoup de fois d'avis dans l'anime, mais genre c'est limite incompréhensible à la fin de savoir ce que pense Stéphanie sur Sorashiro. Ce qu'on a compris, c'est qu'elle les trouve étonnants, qu'elle les trouve spéciaux, mais on ne comprend pas ce qu'elle en pense réellement, si elle pense qu'ils sont gentils ou méchants, ça on ne comprend pas. Elle change au moins 5 fois d'avis dans l'anime, elle gueule tout le temps. Ça peut rajouter un effet comique, c'est vrai. Mais moi, Stéphanie, je l'ai pas du tout supporté parce que je trouve vraiment que c'est un perso qui est insupportable. Donc maintenant, on va passer à la note qui s'affiche désormais sur l'écran. Voilà. Donc pourquoi cette note? Parce que je vais vous dire personnellement, pour moi, cet animé, c'est le meilleur animé que j'ai vu. Après quelques-uns, il y en a quelques-uns juste après. Mais No Game No Life, c'est l'animé que j'ai vu au moins 4 fois. Au moins 4 fois, et je peux vous dire que franchement, je l'ai vu plusieurs fois, ça m'a pas du tout gêné. C'est vraiment un animé qui se digère très facilement malgré ses 3 points négatifs. Voilà, pour moi, c'est vraiment un très bon animé. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sur mon avis personnel et dites éventuellement ce que vous en pensez. Abonnez-vous, laissez un like si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo, activez la cloche pour peut-être les prochaines critiques et je vous dis à bientôt. C'était Wabalpa, ciao.